l'État de l'Ohio contre Brianna Diane Dutcher. Cette jeune fille, de 18 ans, est accusée d'avoir orchestré le meurtre de sa propre mère. Il y a un suspect potentiel à pied dans la zone, armé et dangereux. Une femme de 55 ans a été blessée par balle près de l'œil. La police affirme que l'adolescente, qui s'apprêtait à entrer à l'université, leur a d'abord dit qu'elle ne savait pas grand-chose. Mais ensuite, il y a les données du téléphone portable, les messages textes, et les messages supprimés qui, selon la police, montrent maintenant qu'elle était impliquée. Elle fait face à une accusation de meurtre, et vous verrez ces messages textes par vous-même. Nous suivons l'affaire présentée par Law & Crime. Je suis Chris Doule. Les gars, j'arrive pas à croire les messages textes que je vais vous montrer aujourd'hui. Des conversations entre un petit ami et la fille de la victime, qui montreraient qu'il planifiait le meurtre de la mère de la jeune fille de sang-froid. Et vous verrez ces messages par vous-même. Nous allons les afficher à l'écran dans un instant. Il s'agit d'une affaire impliquant une jeune fille de 18 ans, Brianna Dutcher, mais aussi sa mère, qui a perdu la vie la semaine dernière lors d'une fusillade à son domicile près de Columbus. Cette mère s'appelait Kamela Dutcher. Et un membre de la famille que nous avons vu a écrit que tout ce que Tamela avait toujours voulu dans la vie, c'était un bébé. Et ils disent que Tamela a tout donné à Brianna dans sa vie. C'est une fille qui avait énormément d'avantages. Et c'est tellement tragique quand on pense à ce bébé qui a grandi, qui a maintenant 18 ans, et qui est accusé du meurtre de sa propre mère. Est-ce que vous comprenez au moins les deux chefs d'accusation tels que je viens de vous les lire? Oui. C'est une réponse bien faible de la part d'une jeune fille qui risque de passer des décennies en prison si elle est reconnue coupable de l'accusation à laquelle elle fait face. Voici une vidéo de Brianna Dutcher au tribunal, selon la chaîne WBNS. Au départ, Dutcher n'était accusée que d'entrave à la justice. Mais maintenant, la police affirme qu'une fois les données du téléphone portable reçues, elle fait face à la même accusation que ses co-accusés, à savoir le meurtre. Maintenant, l'ancien procureur général adjoint de l'État de l'Ohio, Mark Weaver, va être ici dans un instant. C'est un procureur. Il va nous expliquer ce qui pourrait se passer ensuite dans cette affaire. Et attendez de voir ce que disent ces messages textes, car ils sont incroyablement choquants et constitueraient des preuves accablantes si cette affaire devait aller en procès. Mais je veux parler un peu de ce que nous savons sur les suspects et sur les personnes impliquées dans cette affaire. Voici leurs photos d'identité judiciaire. Vous pouvez voir Brianna Dutcher, 18 ans, mais il y a aussi son petit ami, un homme de 20 ans, nommé Christian Evans. Et puis, il y a Dejamius Payne, 21 ans, qui serait le colocataire de Christian Evans. Maintenant, la police dit que Brianna, encore une fois, était en couple avec Christian Evans. Et ils pensent que cette relation pourrait être au centre de ce qui est arrivé à la mère de Brianna. Et la violence qui a eu lieu chez eux au milieu de la nuit la semaine dernière. Mais je veux parler de ce qui s'est passé cette nuit-là. Nous avons des échanges radio que je veux que vous écoutiez, provenant du petit matin du 14 août. Les voici. TIRS. Engine 321. Unité médicale 321. Et bataillon 321. C'est donc l'appel qui est lancé au secours pour qu'ils se précipitent vers cette maison dans le comté de Delaware, dans l'Ohio. Ce n'est pas loin de Columbus. Tout cela se passe juste après minuit. Quand la police est arrivée à la maison, ils ont trouvé Tamela Dutcher et elle avait une blessure par balle à la tête. Vous allez vous mettre en attente pour le bureau du shérif du comté de Delaware. Il y a un suspect potentiel à pied dans la zone, armé et dangereux. Femme de 55 ans, blessée par balle près de l'œil. Elle respire encore. Ils essaient d'exercer une pression. Maintenant, les détails que nous avons dans une plainte pénale rendent ce qui serait arrivé à cette mère et à son mari, d'ailleurs, tout simplement d'une froideur extrême. Et c'est ce que je veux dire. La plainte indique qu'Evans et Payne sont entrés dans la maison et auraient tiré un coup de feu sur Tamela, la touchant au visage. Le mari de Tamela est un homme identifié comme Neil King. Il s'approche pour aider sa femme. Je veux dire, elle est au sol en train de se battre pour sa vie. Et à ce moment-là, la police affirme également qu'Evans et Payne ont tiré un second coup de feu sur Neil King. Heureusement, ils l'ont manqué. Pensez-y un instant. Cet homme se bat pour aider sa femme, qui est en train de mourir sur le sol. Et ces deux individus auraient tenté de le tuer. Maintenant,
La police dit qu'Evans et Payne se seraient ensuite enfuis. Apparemment, ils sont allés jusqu'en Virginie occidentale. Puis ils sont revenus dans l'Ohio. Et c'est là qu'ils ont été arrêtés. Maintenant, la police dit qu'Evans et Payne n'étaient pas les seuls sur les lieux. Il y avait aussi la fille de Tamela, Brianna, âgée de 18 ans. Elle était là aussi. Et la police affirme qu'elle savait exactement ce qui se passait. En fait, ils disent qu'elle était complice. La prévenue a d'abord nié connaître qui que ce soit d'autre qui aurait pu être là. Elle a finalement admis aux forces de l'ordre vendredi que M. Evans et M. Payne étaient là, mais elle a nié être impliquée ou avoir vu ce qui s'était passé à l'intérieur de la maison. Comme nous le voyons dans de nombreux cas que nous couvrons, les données des téléphones portables peuvent révéler la vérité. Et cela semble être ce que pensent les procureurs dans cette affaire. Et si vous pensez qu'un message texte supprimé ne peut pas être retrouvé, vous auriez tort. Des messages textes ont maintenant été récupérés de son téléphone et semblent montrer que le crime a été planifié à l'avance. Je voudrais signaler à la Cour que les messages avaient été supprimés de son téléphone, mais qu'ils ont été récupérés par les forces de l'ordre lors d'une extraction médico-légale. Donc l'État a certainement des inquiétudes concernant sa tentative de destruction de cette preuve, en plus de ces messages textes indiquant une connaissance et une participation à l'infraction de meurtre. Sur cette chaîne, nous parlons de crime, d'enquête et de justice. Pourtant, une menace reste rarement à la une des journaux. Les informations personnelles qui sont collectées et vendues à votre sujet en ligne. Si je vous disais que votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille sont achetées et vendues en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, le vol d'identité et peuvent compromettre votre vie privée. C'est pourquoi j'aime Incogni. Saisissez votre email et Incogni détecte automatiquement où vos données sont exposées, puis envoie des demandes de suppression pour vous. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés indiquant exactement où vos données ont été supprimées et, avec l'abonnement illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles. Et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occuperont du reste. La mise en route ne prend que quelques minutes. Et après une autorisation ponctuelle, Incogni fait le plus gros du travail pour vous. Reprenez dès aujourd'hui le contrôle de votre vie privée. Utilisez mon code spécial pour bénéficier 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Donc je veux parler de ces messages et de ce qui aurait pu être au centre de cette violence. La police dit que Brianna et sa mère se seraient disputées jeudi. Cela aurait eu lieu quelques heures avant la fusillade. Et cette dispute aurait apparemment porté sur les tâches ménagères, le ménage. C'est tout. Alors Brianna serait ensuite allée se confier à propos de cette dispute à son petit ami, Christian Evans. Et il aurait répondu, je cite, « Si j'étais toi, je l'aurais tué. » Ce sont de jeunes gens. Il a 20 ans, elle en a 18. Est-ce une façon de parler? On pourrait regarder ça et se dire, peut-être. Mais d'après le récit que les forces de l'ordre disent s'être déroulé dans les heures suivantes, il y a eu des actes derrière une telle déclaration, selon les procureurs. Maintenant, la déposition sous serment exposant les motifs probables entre dans les moindres détails concernant ces messages, selon la chaîne WBNS à Columbus. Ils disent que non seulement il y a eu cette violente dispute, apparemment à propos du ménage dans la maison, mais ensuite, Brianna finit par parler à la police de sa relation avec Christian Evans. Et il s'agissait apparemment d'une sorte de relation secrète, une relation dont elle ne voulait pas que ses parents soient au courant. Et elle a allégué que la raison en était que ses parents, selon ses propres mots, étaient, je cite, « très racistes ». Donc, elle dit qu'il n'aurait pas approuvé cette relation avec Christian Evans. Et la police dit que des messages textes supprimés montrent que Brianna et Christian auraient planifié cette attaque avant que Christian et son colocataire ne seraient entrés dans cette maison et auraient tiré des coups de feu sur ses parents. Donc WBNS a ces messages textes. Il les tire de l'affidavit établissant les motifs plausibles. Et voici ce qu'ils disent apparemment. Je noterai qu'il n'est pas clair dans quel ordre ni à quelles heures ces messages ont été envoyés. Mais selon la police, Christian a envoyé un message à Brianna disant qu'ils doivent être cachés une fois qu'ils seront tous les deux décédés, juste au cas où. Christian dit aussi « Je pense aussi que tu devrais aussi prendre une arme. Maintenant, ce sont des messages textes. Ce ne sont pas les phrases les plus complètes. » Maintenant, Brianna répond aussi. Et elle dit « R. Elle est dans le salon. Il est au sous-sol.
Quand tu es là, LMK, fais-le moi savoir. Maintenant, Christian à Brianna. On se prépare. Brianna à Christian. OK. Christian à Brianna. Je prends des gants. Christian dit aussi qu'ils doivent être cachés une fois qu'ils seront tous les deux décédés. Prends-les tous les deux en même temps. Brianna à Christian. J'ai compris. Christian à Brianna. Ça doit être parfait. Brianna à Christian. Je vais juste les descendre. Christian à Brianna. Comment? Brianna à Christian. Oui, on va vraiment aider. Christian à Brianna. Les chaussures sous la pluie et tout ça. Christian à Brianna. Tu t'y connais en criminalistique et tout ça, non? Christian à Brianna. Tu en es où? Tu es prêt à le faire? Brianna à Christian. Rivière ou brûlée? Christian à Brianna. Viens dehors et prends le Browning. C'est glaçant. Bien sûr, ce ne sont que des allégations. Elle, Christian, Dejamus Payne, ils sont tous innocents tant que leur culpabilité n'a pas été prouvée. Mais waouh, quand on lit ces textos. Parlons un peu maintenant du colocataire de Christian, Dejamus Payne, âgé de 21 ans. Donc, à un moment donné, Brianna aurait déclaré que Payne avait menacé d'enlever la famille de Brianna il y a quelques mois à peine avant cette fusillade. Il n'est pas clair à ce stade dans quel contexte cette menace aurait été proférée. La police pense également qu'Evans a apporté l'arme à la maison des Dutchers. Mais pour l'instant, selon WSY6, les forces de l'ordre ne savent pas qui a tiré les coups de feu. Maintenant, même si Brianna a eu ce qui semble être une grosse dispute avec sa mère à propos des tâches ménagères, et qu'il y avait clairement des inquiétudes quant à savoir si elle approuverait Christian Evans comme petit ami, on se demande quand même comment on en arrive au point de planifier, prétendument, un meurtre comme ça. Et vraiment, cela reste un mystère pour la suite. Maintenant, cela semble être le cas d'une fille qui avait vraiment tant d'avantages dans la vie, que ce soit sur le plan de l'éducation ou du soutien qu'elle semblait recevoir de sa famille. Et on ne peut s'empêcher de se demander, comment cela a-t-il pu prendre cette direction? Je veux dire, Brianna était une récente diplômée du lycée local là-bas, dans le comté de Delaware. Et nous avons plusieurs dossiers qui montrent qu'elle était une athlète de compétition en athlétisme. Elle prévoyait de courir à l'université, selon WSYX. Elle s'était engagée à courir en athlétisme à l'université Ohio Wesleyan. C'est une université privée prestigieuse, pas loin de Columbus, et en sport, ils sont en division 3. Et il semble qu'il y ait eu une sorte de publication où elle s'engageait à courir en athlétisme dans cette université, qui a été supprimée d'un compte intitulé OWU Class of 2030 sur Instagram. À l'heure où nous enregistrons ceci, nous n'avons pas de photo de la mère de Brianna, la victime dans cette affaire. Il semble que Tamela Dutcher menait une vie relativement discrète. Mais ce que nous avons découvert, c'est qu'il semble qu'elle travaillait comme psychologue. En 2002, il semble également qu'elle ait rédigé un article qui, rétrospectivement, est aujourd'hui incroyablement choquant, compte tenu de ce que la police affirme qu'il s'est passé 24 ans plus tard. Cet article était intitulé The Violent Homicidal Adolescent, Hearts Darken Before Time. Et la description de l'article est la suivante. Je cite, le problème de la violence et de l'homicide chez les adolescents demeure l'un des problèmes les plus urgents et les plus difficiles auxquels sont confrontés les cliniciens et les organismes qui offrent des services aux jeunes. L'article décrit des typologies fondées sur la recherche et des meurtriers adolescents. Et tant d'années plus tard, je veux dire, elle a écrit cela en 2002. Elle parlait déjà de l'urgence du problème à l'époque. Beaucoup de gens vous diraient que c'est toujours un problème majeur aujourd'hui à grande échelle. Et c'est absolument un problème quand on pense aux personnes impliquées dans cette histoire. Et c'est juste difficile à croire que des années plus tard, ce même problème serait à l'origine de sa mort. Voici ce que l'avocat de Brianna a déclaré au tribunal. Duché a 18 ans. Tout d'abord, elle reconnaît la gravité de ces accusations, mais cela reste des accusations. Elle est présumée innocente. Elle n'a absolument aucun casier judiciaire, votre honneur. Aucun antécédent de fuite ou d'évitement d'arrestation, ni de tentative d'échapper aux poursuites, rien de tout cela. Nous affirmons qu'elle ne présente absolument aucun risque de fuite, qu'il existe des alternatives moins restrictives que le tribunal peut envisager et imposer, y compris l'assignation à résidence, pour atténuer tout risque de fuite perçue ou hypothétique. Aucun antécédent de violence, rien de ce genre. Tous ces liens sont ici, dans le comté de Delaware, bien établis dans la communauté où je crois qu'elle est née et a grandi.
et nous soutenons votre honneur que la caution de 3 millions demandée par l'État dépasse largement ce qui est nécessaire pour respecter les principes et l'objectif de la caution. Merci, monsieur. Les 3 suspects auraient également un casier judiciaire vierge avant cet incident. Payne et Evans ont vu leur caution fixée à 3 millions de dollars. Et voici ce que le juge a dit à Brianna Dutcher, qui n'a vraiment répondu que d'une voix douce et plaintive. Elle est maintenant accusée d'avoir joué un rôle clé dans le meurtre de sa propre mère. Docteur, lorsque les tribunaux examinent comment fixer la caution dans une affaire, les facteurs que le tribunal prend en compte. Certains des facteurs sont la nature et les circonstances de l'infraction présumée, la gravité ou le niveau de l'infraction, les antécédents criminels du prévenu, le cas échéant, les risques pour la sécurité publique, ainsi que l'examen de cas comparables dans un souci de cohérence. Et bien sûr, ce ne sont là que quelques-uns des facteurs que le tribunal prend en compte. J'ai donc pris en compte ces facteurs dans cette affaire, ainsi que les arguments présentés au nom de l'État, ainsi que les arguments présentés par votre avocat. Certainement, la nature et les circonstances de l'infraction, le niveau de l'infraction présumée, penchent en faveur des risques de sécurité publique liés à la caution. Je noterai également pour le dossier qu'il n'y a aucun antécédent de condamnation pénale ou d'antécédent criminel. Le tribunal a également examiné les affaires comparables, y compris la caution fixée dans cette affaire pour vos co-accusés, ainsi que d'autres affaires similaires ici dans le comté. Ce que le tribunal va faire, c'est fixer une caution sous la forme d'une garantie en espèces de 3 millions de dollars ou d'une caution immobilière. Caution. Encore une fois, en se basant sur les facteurs que le tribunal a exposés il y a quelques instants, il y aura des conditions supplémentaires qui s'appliqueront. Vous devez signer une renonciation à l'extradition. Vous ne pouvez pas quitter l'État de l'Ohio tant que l'affaire est en cours, sans l'approbation préalable du tribunal. Vous devez communiquer et coopérer avec votre avocat et avoir un contact au moins une fois tous les 14 jours. Vous ne devez commettre aucune infraction aux lois de l'Ohio ou de tout autre État. À votre libération, si vous êtes libéré, vous devez immédiatement vous présenter au bureau des services judiciaires pour adultes pour un suivi avant procès en tant que personne concernée. Ils sont situés ici au palais de justice, donc si vous êtes libéré dès votre libération, l'un de vos premiers arrêts, si ce n'est le tout premier, doit être ici au palais de justice pour rencontrer les services judiciaires pour adultes et commencer avec eux. Vous comprenez cela, madame? Vous devez maintenir une adresse, une résidence que vous fournissez au tribunal. Pour l'instant, je vais laisser cela à déterminer. Si vous êtes libéré, lorsque vous rencontrerez les services du tribunal pour adultes, ils devront certifier l'endroit où vous allez résider, donc vous pourrez leur fournir l'adresse à ce moment-là. Et si cela change pour une raison quelconque, vous devez en informer votre avocat, les services du tribunal pour adultes, et ils en informeront également le tribunal. À votre libération, vous serez soumise à une assignation à résidence ainsi qu'à une surveillance GPS. Vous serez détenu en prison et libellé uniquement sous la supervision des services du tribunal pour adultes pour l'installation de ce dispositif de surveillance. Pendant que l'affaire est en cours, le tribunal va ordonner que vous n'ayez aucun contact avec les co-accusés dans cette affaire, ni aucune visite en personne avec votre famille pour le moment. Si cela doit changer, alors soit l'État, soit quelqu'un peut déposer une demande au nom de la famille et le tribunal envisagera de lever cette restriction. Donc que ce soit par l'intermédiaire de l'avocat de la défense, de l'avocat de l'État ou de toute autre personne, une demande peut être déposée auprès du tribunal et cette restriction pourra alors être levée. Vous n'aurez pas non plus, le tribunal n'aura pas de contact avec l'adresse tant que l'affaire est en cours. C'est bien Monsieur Schaeffer? Oui, monsieur. Encore une fois, si l'une des circonstances change, une demande peut être déposée auprès du tribunal et cette restriction pourra alors être réexaminée. Donc, Madame Dutcher, votre caution a été fixée par le tribunal sous la forme d'une caution de 3 millions de dollars en espèces ou sous forme de garantie immobilière. Votre audience préliminaire est également fixée le 24 août à 15 h et elle aura lieu dans la salle d'audience numéro 2 devant le juge Emmer. Avez-vous des questions à me poser aujourd'hui concernant la date de votre prochaine audience ou la caution qui a été fixée dans votre affaire? Payne et Evans ne peuvent avoir aucun contact avec la famille de la victime, selon la décision du tribunal. Mais il est intéressant de noter, suite à cette audience, que Brianna est autorisée à avoir des contacts téléphoniques avec la famille de la victime, qui est bien sûr aussi sa propre famille. Et cela a été fait à leur demande. Une accusation de tentative de meurtre pourrait également être déposée dans cette affaire en lien avec le coup de feu qui aurait été tiré sur le mari de Tamela, Neil King. Avant de passer à Mark Weaver et de parler de ce qui pourrait se passer ensuite, je voudrais partager cette publication sur les réseaux sociaux avec laquelle j'ai commencé l'émission. Elle vient d'une membre de la famille, une femme qui s'est présentée comme la sœur de Tamela. Et cela résume vraiment la tragédie dont nous parlons ici. Elle dit, je cite,
Je n'arrive toujours pas à comprendre cela. Sa propre fille, ma nièce, elle a tout reçu dans ce monde. Tout ce que ma sœur a jamais voulu dans la vie, c'était un bébé. J'espère simplement que sa mère n'a pas su, lorsqu'elle est morte sur le sol de la cuisine, que sa fille était impliquée dans son meurtre. Bien sûr, tous les suspects dans cette affaire sont innocents jusqu'à preuve du contraire. Et ce dont nous parlons en ce moment ne sont que des allégations. Et nous n'avons pas entendu la version de Brianna Dutcher ou de ses co-accusés sur ce qui s'est passé. Mais il est certain que nous parlons d'une perte humaine immense. Pour en parler davantage avec nous, nous recevons maintenant l'ancien procureur général adjoint de l'État de l'Ohio, Mark Weaver, également procureur, la personne idéale pour nous aider à planter le décor. Il s'agit de ces messages textes, je veux dire. Nous savions qu'ils existaient parce que les procureurs avaient parlé de messages textes supprimés. Ils ont réussi à les récupérer, mais c'était vraiment stupéfiant. J'avais l'impression, les uns après les autres, de découvrir ce qu'ils allèguent ici, Brianna Dutcher et Christian Evans, ce qu'ils s'envoyaient par message. Quelle a été votre réaction en lisant cela? Celle-là a simplement rendu un dossier solide, encore plus solide. Il y a des années, des décennies avant les messages textes, vous aviez le mari de la victime comme témoin oculaire qui pouvait vous dire ce qui s'était passé. Vous aviez probablement un accusé qui témoignait contre l'autre en échange d'une peine réduite. Mais maintenant, nous avons ces messages textes qui peuvent montrer l'intention, montrer la planification et rendre ces chefs d'accusation beaucoup plus graves. Et je connais bien ce comté. J'ai été procureur spécial dans ce comté à 2 reprises. J'ai siégé en tant que juge suppléant dans leur tribunal municipal. Je connais tous les acteurs du côté des forces de l'ordre. Cela constitue un dossier très solide, presque inattaquable, à moins qu'il y ait quelque chose que nous ignorons. Bien sûr. Vous savez, il y a toujours cette porte ouverte, où quelque chose peut être présenté et avoir beaucoup de sens. Mais alors, après avoir lu ces messages, on se demande vraiment comment un avocat de la défense pourrait gérer cela, ou du moins l'avocat de la défense de Brianna Dutcher. Vous savez, à ce stade, il y a quelques questions. Les forces de l'ordre semblent croire que c'est Christian Evans qui a apporté l'arme à feu dans la maison. Mais il y a aussi DeJamius Payne, son colocataire, qui aurait également été présent. Il ne semble pas qu'il sache qui a tiré le coup de feu. Et puis, d'après ces messages, les procureurs pensent que Dutcher était vraiment impliqué. Bien que nous ne sachions pas qui a tiré le coup de feu, qui a réellement commis l'acte, c'est-à-dire qui a réellement fait partir cette balle en appuyant sur la détente, comment cela entre-t-il en compte dans tout cela à l'avenir? Cela ne fait pas vraiment de différence parce qu'en vertu de la loi sur la complicité dans l'Ohio, ils seront tous tenus également responsables. J'imagine qu'une fois qu'ils auront tous des avocats de la défense, il y aura la course pour aller voir le procureur pour que l'un d'eux puisse négocier la possibilité de témoigner contre l'autre, en échange peut-être de sortir dans 15 ou 20 ans. Mais ces peines pourraient être très longues, selon la façon dont le grand jury finira par inculper. Cela pourrait être un meurtre aggravé, certainement un meurtre. Nous avons des chefs d'accusation de falsification. Nous avons des circonstances aggravantes liées à l'usage d'une arme qui alourdissent ces peines. Ça va être quelque chose de très difficile à surmonter pour un avocat de la défense. Et avec ce que vous savez sur la façon dont le comté de Delaware fonctionne, parce que je pense que d'un côté, vous savez, c'est sa mère, et vous savez, 15 à 20 ans, vous savez, s'il y a un accord de plaidoyer qui pourrait permettre de réduire la peine. D'un autre côté, si tout cela est vrai, et que vous avez ces messages du genre « prends les gants, voici comment on va faire », on va se débarrasser des corps. On dirait que c'est ce qu'ils s'envoyaient par message, qu'ils avaient cette relation dont elle pensait que sa mère, son père ou son beau-père n'approuveraient pas. Et ensuite, c'est comme s'ils se disputaient à propos des tâches ménagères, ce qui est tout simplement incroyable. Si l'une de ces choses a contribué à cette situation horrible qui s'est déroulée dans cette maison, comment le comté de Delaware pourrait-il gérer cela, même si quelqu'un se manifeste et dit « Hé, je veux un accord », étant donné que cela semble, si c'est vrai, très prémédité. Oui, toi, moi et d'autres animateurs sur Law & Crime, nous parlons d'affaires dans tout le pays, et peut-être de comtés plus petits, plus ruraux, avec moins de ressources. C'est pas le comté de Delaware. Le comté de Delaware est l'un des comtés qui connaît la croissance la plus rapide dans l'Ohio, avec une population particulièrement aisée. Il y a beaucoup de ressources. Ils ont un shérif remarquable. Ils ont une procureure exceptionnelle, Melissa Sheffield. Elle a son principal adjoint, chargé des affaires pénales, Mark Sleeper, qui s'occupe de cette affaire. Le bureau d'enquête criminelle de l'Ohio mène l'enquête. C'est l'équivalent du FBI pour l'État. Ce sont des professionnels, ils savent ce qu'ils font. Donc, il n'y aura probablement pas beaucoup d'erreurs comme on a pu en voir dans l'affaire Alec Baldwin au Nouveau-Mexique, où l'affaire a dû être abandonnée à cause de certaines erreurs de l'accusation. Je pense que cette affaire sera traitée de manière professionnelle. Ils n'auront peut-être pas besoin de proposer un accord à aucun de ces accusés. Ils ont peut-être suffisamment de preuves contre les trois pour pouvoir poursuivre chacun d'entre eux, et je ne serais pas surpris si c'est ce qui se passe. Et nous ne savons pas grand-chose sur la relation, du moins en apparence, entre Brianna Dutcher et sa mère.
Mais en quoi le fait que ce soit, vous savez, pour toutes les raisons que l'on entend généralement lors de ce genre d'audience, comme l'absence de casier judiciaire, les liens avec la communauté. Vous savez, elle était, vous savez, apparemment prête à aller faire de l'athlétisme dans une université assez prestigieuse là-bas dans l'Ohio. Enfin, quand on y pense, et il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'en arriver à un éventuel procès ou à la question de la peine, mais le fait que ce soit sa propre fille, et il semble, d'après ce que quelques membres de la famille ont écrit en ligne, qu'elle aimait vraiment sa fille, qu'elle lui a tout donné, et tout ça. On verra si d'autres informations sortent. Comme comment cela entre-t-il en ligne de compte dans la décision d'un procureur, surtout dans une affaire où l'on sait qu'un crime est, je veux dire, de sang-froid. Peut sembler cliché, mais cela correspond parfaitement si c'est vrai. Bien sûr, cependant, selon les faits, s'il y a eu un autre crime grave qui a été tenté, cela pourrait être un crime passible de la peine de mort. Je soupçonne que cela ne sera pas poursuivi de cette manière à cause de cet accusé. Tous les parents d'adolescents connaissent les disputes, les désaccords et les débordements émotionnels que vivent les parents et les adolescents. Ce n'est qu'une fois tous les 36 du mois que l'on voit cela se transformer en un conflit meurtrier à cause d'un désaccord avec les parents. Et cela rend la chose encore plus curieuse, car certains rapports suggèrent que le docteur Dutcher avait rédigé un article il y a 20 ans. Sur cette notion d'adolescents tuant les membres de leur famille, et que les adolescentes, les filles, sont plus susceptibles de le faire. Si c'est vrai, c'est certainement une cruelle ironie pour cette affaire. Mais tu as raison. Sur la base de cet accusé, il est difficile d'imaginer même un jury du comté de Delaware vouloir prononcer la peine de mort. Cela va probablement être pris en compte dans la décision d'inculpation. Je n'en ai pas parlé avec la procureure. Elle est vraiment intelligente. Elle prendra une bonne décision. Le grand jury retiendra les bons chefs d'accusation. Mais ce n'est pas la dernière fois que nous entendrons parler de cette affaire. Nous aurons encore de nombreuses occasions de discuter de ce qui est une affaire très triste et difficile. Vous savez, et il ne faut pas oublier non plus, d'après la plainte pénale, il y a une allégation selon laquelle cet homme, Neil King, qui est marié à, et son nom a été rendu public, marié à Tamela Dutcher, vous savez, elle a été blessée par balle, et il se précipite pour lui porter secours. C'est donc un homme dans une position incroyablement vulnérable. Et il y a une allégation selon laquelle c'est soit Evans, soit Payne qui aurait tiré sur lui à ce moment-là. Il y a, vous savez, la possibilité qu'une accusation de tentative de meurtre soit ajoutée par-dessus cela. Comme, vous savez, dans un bureau du procureur, quand on regarde ça. Et même s'ils n'ont pas de casier judiciaire ou quoi que ce soit, pour moi, ça m'a juste semblé comme il n'y a tout simplement aucune excuse pour tout ça. Mais cette idée, juste en plus de tout ça, que même à ce moment-là, tu peux pas dire que c'était quelque chose d'émotionnel, tu sais, un truc fait sur un coup de tête. Genre, ça me paraît incroyable de pointer quelqu'un d'aussi vulnérable à ce moment-là. Ça m'a vraiment marqué en lisant tout ça. Oui, je suis d'accord. Et si ces messages textes s'avèrent exacts, d'après ce qu'on en rapporte, ils suggèrent qu'il y a eu une planification. Il y avait certains indices qu'il aurait pu y avoir des discussions sur la façon de se débarrasser des corps au pluriel, que ce soit en les brûlant ou en les jetant dans une rivière. C'est le genre de choses qui renforcent un dossier pour meurtre, pas pour des chefs d'accusation moindres, potentiellement pour meurtre aggravé, ce qui n'entraîne pas toujours la peine de mort. C'est simplement la prison à vie, la vie sans possibilité de libération conditionnelle pour meurtre. On peut aller dans un sens comme dans l'autre. Et puis, comme je l'ai mentionné, vous ajoutez les circonstances aggravantes liées aux armes, vous ajoutez la tentative de meurtre, et vous pouvez voir ces jeunes gens qui, je crois, ont 18, 19, 20 ans. Vous pourriez les voir en prison jusqu'à l'âge mûr, peut-être même jusqu'à la cinquantaine ou la soixantaine, selon la façon dont les charges sont retenues. Et en ce qui concerne l'arme du crime, il n'est pas clair si les forces de l'ordre l'ont retrouvée. Il y a eu un rapport selon lequel, après ce qui s'est passé, Evans et Payne auraient fui jusqu'en Virginie occidentale. Puis ils sont revenus dans le comté de Delaware. À quel point serait-il important pour les forces de l'ordre de réellement avoir cette arme? Comment, vous savez, pouvez-vous quand même avancer? Évidemment, vous pouvez continuer et poursuivre cette affaire. Et vous aimeriez avoir l'arme du crime. Mais si vous ne pouvez pas la trouver, comment cela influe-t-il sur la tournure de cette affaire? Oui, quand la défense consiste à dire que c'est un autre gars qui l'a fait, comme les procureurs aiment l'appeler, avoir l'arme et la relier à l'accusé est important dans l'esprit des jurys. Je doute que ce soit la défense. La défense va être que cette personne est plus coupable que moi, ou que le stress émotionnel de se disputer avec ses parents l'a rendu d'une certaine manière incapable émotionnellement de former l'intention de commettre un meurtre. Donc, je n'imagine pas que les avocats de la défense vont suggérer que ce n'était pas ces trois-là. Et par conséquent, relier l'arme à l'accusé est moins important dans l'esprit des jurés. Et quand il s'agit de ces messages textes, je veux dire, ils sont très, vous savez, c'est très précis. Et il est clair, du moins pour moi, qu'ils n'ont pas conscience des technologies qui existent, ou si vous supprimez un message texte,
Il n'est pas effacé pour toujours et vous pouvez simplement le récupérer. Et vous savez, il parle. Il parle soi-disant de ce qu'il va porter. Il prend des gants. Je ne sais pas s'il y a une caméra de sonnette connectée qu'ils peuvent prendre en compte dans tout ça. Mais pour un avocat de la défense qui est là, vous savez, peu importe qui couvre ça, peu importe qui va défendre ces trois individus, quelle pourrait être une défense efficace? Je sais, il y a l'idée que, eh bien, quelqu'un d'autre l'a fait. Mais il semble que si vous êtes l'avocat d'Evans ou de Dutcher, par exemple, il est très clair ici qu'on pourrait soutenir que, si tout cela est vrai, ils étaient tous les deux de mèche dans cette affaire. Oui, comme j'ai dit, il va y avoir une course au parquet pour essayer d'amener l'un à témoigner contre l'autre. Et je ne sais pas si le procureur aura besoin de le faire. Il me vient à l'esprit que cette jeune fille de 18 ans n'a pas son propre argent. Et je ne sais pas si le mari du Dr. Dutcher, M. King, va vouloir lui donner de l'argent pour sa défense. Cela signifie qu'elle va avoir un avocat commis d'office. Et probablement la même chose pour ses deux co-accusés. Il y a beaucoup de bons avocats commis d'office. Mais il se pourrait même que quelqu'un essaie de présenter cette jeune femme comme une personne digne de sympathie. Comme nous l'avons vu dans cette affaire de meurtre, cette affaire de coup de couteau au Texas, et comme nous le voyons actuellement avec l'affaire Clancy. Et une tentative de collecter de l'argent en ligne pour sa défense. Si c'est le cas, il existe de nombreux avocats privés qui peuvent être engagés et qui sont très compétents. Mais on ne peut pas faire grand-chose avec ces faits. Et en ce moment, je pense que l'accusation a l'avantage. Quelle est la probabilité que toutes ces affaires soient jugées ensemble? Et quels facteurs entrent en ligne de compte, vous savez, pour décider de les juger séparément? En général, les juges examinent 2 points pour décider si les prévenus sont jugés ensemble ou non. Le premier, c'est le droit à un procès équitable. C'est toujours le plus important. Si l'on démontre que l'un des prévenus aura un procès moins équitable parce qu'il est jugé avec le co-prévenu, surtout si l'un doit témoigner contre l'autre, c'est une raison de les juger séparément. Il y a aussi des questions d'économie judiciaire. Aucun juge ne veut organiser 3 procès séparés où 3 jurys différents examinent exactement les mêmes faits encore et encore, avec le risque d'obtenir des verdicts différents. Donc l'équité envers les prévenus est un aspect, l'économie judiciaire en est un autre. Ce sont ces éléments qu'un juge du tribunal de première instance devrait prendre en compte dans cette affaire. Ils ont des audiences préliminaires prévues pour lundi. À quoi ressemble le calendrier, d'après ce que vous savez du comté de Delaware? Vous voyez, ils viennent juste d'avoir une comparution initiale. Ils n'ont pas encore été inculpés par un grand jury. À quoi pourrait ressembler le calendrier si l'affaire allait jusqu'à un procès? Oui, je m'attends à ce que cela soit présenté devant un grand jury. J'ai déjà comparu en tant que procureur spécial devant le grand jury du comté de Delaware. Si je me souviens bien, ils se réunissent une fois par semaine. Il se peut qu'ils se réunissent plus fréquemment. Ils peuvent être convoqués à tout moment lorsqu'on a besoin d'eux. Je ne serais pas surpris de voir une inculpation par un grand jury très rapidement dans cette affaire. Ils pourraient avancer par voie d'information, mais en général, ils voudront que le grand jury retienne les chefs d'accusation appropriés. Ensuite, un procès sera programmé. À moins que ces prévenus ne renoncent à leur droit à être jugés rapidement, le procès doit avoir lieu dans les 90 jours car ils sont en détention. Donc, le délai légal pour être jugé est plus court que si vous êtes libéré sous caution. Ces prévenus ne vont pas être libérés sous caution. Je crois que la caution est de 3 millions de dollars. Ils ne vont pas sortir sous caution. Ils vont rester en détention. Donc, soit l'avocat de la défense renoncera au droit à un procès rapide, soit il déposera une requête en exclusion de preuve ou une autre requête, ce qui suspendra ou mettra en pause les délais légaux de jugement. Et enfin, vous savez, on en revient un peu à cet article que le docteur Dutcher avait écrit en 2002. Un article qui examinait la question de l'adolescence et de l'homicide. Malheureusement, nous avons parlé de plusieurs affaires impliquant des personnes de ce groupe d'âge qui, dans ces moments-là, et dans ce cas précis, si ce que dit la police est vrai, c'est comme le conflit entre une adolescente et sa mère. Et c'est, vous savez, l'amour adolescent avec quelqu'un qui finit ensuite par prendre cette direction qui est tout simplement tellement horrible. Dans votre travail en tant que procureur, et c'est la question que le docteur Dutcher essayait de comprendre. On la pose toujours, et tout le monde essaie de trouver la réponse. Mais qu'est-ce qui fait que certains de ces adolescents sont soupçonnés d'homicide? Ou des choses qui nous paraissent si minimes de l'extérieur, en arrivent à un point où nous parlons de cela. Je veux dire, ces 3 personnes, âgées de 21 ans, de 20 ans et de 18 ans, il est possible qu'elles ne sortent jamais de prison pour le reste de leur vie, selon la façon dont cela se passe. Oui, je me suis renseigné sur ce sujet de différentes manières. Peut-être que, contrairement à toi, Chris, j'ai d'abord été un ado stupide. Je n'ai jamais J'étais tiré sur exactement comme quelqu'un, toi. mais j'ai fait beaucoup de bêtises. Oui, Peut-être? j'étais exactement comme toi. Oui, ça faisait hocher la tête à ma mère, qui se demandait pourquoi. Et donc, on sait historiquement que le cerveau humain n'est pas complètement formé avant le milieu de la vingtaine. Les adolescents sont donc déjà des boules d'hormones et d'émotions. Et dernièrement, ils sont influencés par les réseaux sociaux,
ce qui alimente certaines de ses pensées. J'ai lu un témoignage où cette jeune femme, la fille, suggère qu'elle pense que ses parents étaient racistes et que c'est peut-être la raison pour laquelle elle aurait besoin de les tuer. Il existe des recoins d'Internet qui alimentent un tel délire et peut-être même l'encourager au point où elle sent qu'elle doit les tuer. Et donc, on a le comportement typique d'un adolescent, vous savez, cette instabilité mentale qui fait partie de l'adolescence quand on grandit, et ensuite, les réseaux sociaux viennent aggraver les choses. Et puis, il y a tout simplement le facteur du mal. On ne peut pas ignorer ça. Certaines personnes sont prêtes à commettre des actes maléfiques. C'est une petite partie de la population qui est prête à tuer quelqu'un d'autre. Mais nous devons prendre en compte que cela existe et qu'il faut s'en occuper. Oui, et c'est juste que, je veux dire, même en tant que parent moi-même, vous savez, l'idée, vous savez, vous pensez simplement à Tamela Dutcher, et elle, vous savez, donne naissance à ce bébé. Elle aime ce bébé. Ce bébé atteint l'âge de 18 ans. Et puis, vous savez, un membre de la famille a écrit quelque chose qui m'est resté en tête. C'était comme, vous espérez simplement que, vous savez, au moment où elle est décédée, elle ne savait pas que sa fille était apparemment impliquée là-dedans. C'est ce qu'espérait le membre de la famille. Ce qui est vraiment incroyablement triste. Nous verrons ce qui se passera ensuite. C'est maintenant entre les mains du système. Et je pense qu'il y aura beaucoup d'attention sur cette affaire à l'avenir. Mark Weaver, c'est toujours un plaisir de vous avoir ici sur Le Long Crime. Merci d'être avec nous. Oui, merci Chris. C'est tout pour On The Case présenté par Law & Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à notre compte Spotify. Nous diffusons également sur Peacock. Je suis Chris Stewart. On se retrouve la prochaine fois.